Bonjour, aujourd'hui on va commencer un petit cours sur la justice, la liberté et la loi. Le principe c'est qu'on va s'appuyer sur un texte, ou plutôt une succession de textes écrits par un monsieur, un grec, il y a très longtemps, qui s'appelle Échille. Plus précisément, on va s'intéresser à l'invention de la justice, c'est-à-dire comment la justice naît, comment elle apparaît, pourquoi, et qu'est-ce que ça cause comme problème à la fin. Le but de la science, il est assez clair, hein, c'est d'abord de connaître un petit peu cette histoire de l'Orestie. En fait, c'est plutôt la connaître dans le détail, parce que je rappelle que la culture est récompensée hein, au bac. Si jamais on voit que vous connaissez un petit peu des trucs qui font partie de la culture classique, ben, ça va vous rapporter des points. Deuxième élément, cette histoire, outre le plaisir de la connaître et de la raconter, elle nous enseigne un certain nombre de choses sur la justice. En fait, elle explique un certain nombre de problèmes et une définition plutôt intéressante, à mon avis, pour le sujet qui nous intéresse, pour le programme de l'année. Enfin, bah, tout ça, c'est évidemment pour que ça puisse servir d'exemple dans vos dissertations le jour du bac. C'est ça, évidemment, l'essentiel. Donc c'est Échille, le monsieur qui a écrit les trucs qu'on va étudier ces temps-ci. Échille, c'est un des trois plus grands tragédiens de la Grèce antique, la Grèce classique d'ailleurs plutôt. Et son boulot, lui, en tant que tragédien, c'était de participer essentiellement à un concours qui avait lieu régulièrement. C'était un concours qui se passait dans les amphithéâtres d'Athènes. Et pendant des fêtes qui étaient faites en l'honneur de Dionysos, le dieu du vin, le dieu de l'excès, le dieu du spectacle, du travestissement, tout ce genre de trucs-là, bah, il y avait 3 jours qui étaient réservés en fait chaque jour à un auteur spécifique qui proposait plusieurs pièces. Souvent les pièces avaient un rapport les unes avec les autres. Et Schill, c'était sa spécialité de faire des trilogies, tout ça. Et le gagnant, c'était le grand gagnant et tout, avec son nom inscrit dans plein de bouquins, de textes, etc. Et Schill, c'est un des plus grands auteurs de cette période-là. C'est le monsieur qui a remporté 13 fois le concours de ces fêtes-là. Et je ne sais pas si c'est pour l'Orestie, mais en tout cas l'Orestie, ça fait partie des rares textes qui ont survécu. Donc c'était une de ces trilogies pour laquelle il est devenu célèbre et dont le thème, l'unité, c'est le personnage d'Oreste, un garçon dont on va parler. Donc l'Orestie, quand on parle d'Orestie, il faut bien se rappeler que l'Orestie, c'est un ensemble en fait de 3 pièces qui se suivent. Et il y a la première qui s'appelle Agamemnon, c'est le papa d'Oreste. Il y a la seconde qui s'appelle les Coéphores, et il y a la dernière, celle qui nous intéressera le plus, mais on est obligé de raconter les autres avant, qui s'appelle les Euménides. Et c'est tout ça qu'il va falloir comprendre un petit peu et dont il va falloir se rappeler après. Alors, qui sont tous ces joyeux jeunes gens? Le premier n'est pas si joyeux et il n'est pas si jeune, c'est Agamemnon, c'est le roi d'Argos. Il est marié à Clytemnestre, une dame du coin, et ensemble ils ont 3 enfants, Oreste donc, qui donne son nom au cycle, Électre, célèbre pour d'autres tragédies, Iphigénie, très célèbre aussi, elle va nous intéresser, sa vie n'est pas si cool. Agamemnon, il faut qu'on remonte un petit peu dans le temps, c'est le fils d'un mec qui s'appelle Atrée. Et Atrée, c'est le frère d'un monsieur qui s'appelle Thyeste. Alors pourquoi on remonte jusque-là? Ben, c'est super important. En effet, Atrée, il s'est bien fighté avec son frère Thyeste, au point qu'un jour, Atrée, il a en gros servi les enfants de Thyeste à table. Je veux donc dire qu'en fait, Atrée, il a fait bouffer ses enfants à Thyeste. Il les a pris, il en a fait un joli repas, et après, Thyeste, il a compris qu'il avait bouffé sa propre famille. Du coup, on peut dire qu'ils ne sont plus très copains. On peut même dire qu'en fait, ils se détestent totalement. Et Thyeste et le fils qu'il a eu ensuite, Égiste, sont prêts à tout pour massacrer Atrée ou leurs enfants. Alors parmi les enfants d'Atrée, enfin plutôt les 2 enfants d'Atrée, ce sont Agamemnon, je le redis, le roi d'Argos, et Ménélas, qui est super célèbre aussi. Pourquoi? Parce que Ménélas, c'est le roi de Sparte. Alors je ne sais pas si vous connaissiez la cité d'Argos, mais la cité de Sparte, c'est quand même rare qu'on la connaisse pas. Sparte, c'était une cité ultra militaire, super virile, parmi les meilleurs, voire les meilleurs guerriers de Grèce. Et ça sera important dans la suite de se rappeler qu'Agamemnon est frère de Ménélas. Ménélas, lui, est marié à une jolie fille, qui s'appelle Hélène. Et c'est justement, en fait, à cause de cette Hélène que l'histoire commence. En effet, toute l'histoire de l'Orestie, en fait, elle existe à cause de la guerre de Troie. Alors, il raconte pas la guerre de Troie dans l'Orestie, mais tout le monde la connaît, bien évidemment. Homère, tout ça, c'est la culture minimale du mec qui se pointe à ses pièces de théâtre à Athènes. Et comme nous, c'est pas forcément le cas, on est obligé de raconter un peu la guerre de Troie. Alors, Troie, c'est quoi? C'est une ville dans l'actuelle Turquie. En grec, on l'appelle Ilion.
Voilà, vous voyez sur la carte où on pense que ça serait. Donc ça existait ou pas, ça nous intéresse pas, hein. Franchement, c'est pas le problème. Nous, c'est l'histoire qui nous amuse. À Troyes vit un mec qui s'appelle Paris, ok. Et Paris, un jour, il va à Sparte, en bas à gauche. C'est entouré là avec un joli petit carré, un petit rectangle. Et rappelez-vous ce qu'on a dit auparavant. À Sparte, il y a Ménélas, le frère d'Agamemnon, et il y a aussi une très 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 jolie donzelle qui s'appelle Hélène. Et alors Paris, il est vraiment super d'accord pour dire que Hélène est la plus belle des femmes. Bon, à l'époque, on s'embarrasse pas trop avec les manières, et donc Hélène, elle est mignonne, il la prend, la capture, la ramène chez lui à Troyes. Alors évidemment, Hélène, ça lui plaît pas trop, bon, ça se discute, mais en tout cas, Ménélas, lui, il aime pas ça. Il est prêt à tout pour aller d'abord récupérer sa femme, et puis ensuite massacrer Paris, son papa, sa maman, ses voisins et tout. Enfin bon, une bonne petite vengeance à l'ancienne. Évidemment, Agamemnon, si jamais son frère se fait piquer sa femme, ça lui plaît pas, donc il est prêt aussi. Et grosso modo, il y a tous les rois de la Grèce qui sont prêts, avec Ulysse, avec Achille. Athènes, c'est pas trop la plus connue à l'époque, hein, mais ils sont tous prêts à aller se foutre sur la figure et massacrer du Troyen pour venger l'honneur de la Grèce. Bon, on les comprend, hein, c'est quand même pas cool de piquer des femmes comme ça. Alors, il y a un petit problème, c'est que si jamais on veut aller oui, je disais, il y a un petit problème, c'est que si jamais on veut aller se battre à 3, le plus intelligent, c'est d'y aller en bateau. En effet, vous avez vu qu'il y avait la mer d'Égée, et puis c'est loin, hein, effectivement, si jamais on voulait y aller à pied. Donc, le plus pratique, surtout pour des Grecs qui étaient des bons navigateurs, c'est de prendre des bateaux. En plus, s'il y a un peu de vent, on se repose a priori un petit peu plus qu'en marchant, et on peut arriver et sortir nos épées et massacrer les Troyens tranquillou. Problème, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas une goutte de vent, et Agamemnon et tous ses potes, Agamemnon, on considère que c'est celui qui est un peu le roi des rois à l'époque, là, eh ben, il voudrait bien prendre la mer, alors il se demande, ah, les dieux, s'il vous plaît, vous pouvez pas nous aider et tout et tout et tout. Et on lui dit, ah si, on peut t'aider, hein, nous. Par contre, il va falloir que tu tues ta fille pour nous, Iphigénie. Et Agamemnon, il hésite un peu, mais ses potes lui disent, oui, bon, après tout, quand même, une fille, par rapport à la guerre, franchement, ça va quoi. Allez hop, Agamemnon, il décide de dire à sa fille, ma chérinette, je te propose de te marier avec Achille, qui est super beau gosse de l'époque, hein, c'est le plus grand des guerriers. Et elle dit ah oui, tiens, allez hop, marions-nous avec Achille. Sauf que quand il l'amène sur le temple pour la marier, elle attend poliment et tout ça, elle ne voit pas arriver Achille, et Agamemnon lui tranche la gorge. Du coup, elle est en moins bonne santé, mais voire elle est un petit peu morte, et les dieux récompensent Agamemnon, lui envoient du vent. Il peut enfin aller se battre avec ses copains à Troie. Alors la guerre de Troie, ça va durer 10 ans. Et 10 ans, c'est long pour tout le monde. C'est long pour Agamemnon, c'est long pour Clytemnestre. Clytemnestre, je le rappelle, c'est la reine d'Argos, c'est la copine, enfin la femme plutôt, pardon, d'Agamemnon. Alors en plus, elle n'a pas trouvé super sympa que son mari égorge leur fille. Ça lui a pas plu. Alors après, quand même, bon, c'est peut-être pas le meilleur choix qu'elle ait fait, mais elle s'est retrouvée à se marier, enfin, à vivre, on va dire, avec un amant qui est Égiste. C'est pour ça qu'il faut se rappeler le petit schéma tout à l'heure. Égiste, c'est le fils de Thyeste qui déteste donc Agamemnon. Et avec Clytemnestre, du coup, il se retrouve en bonne compagnie, quoi. Clytemnestre, elle déteste son mari. Égiste, il déteste Agamemnon. Lui, il n'avait pas de royaume en plus, donc il devient en gros l'amant de Clytemnestre. Il devient le roi à la place du roi à Argos. Puis quand même, il y a 10 ans, hein, donc ils ont 10 ans pour apprendre à se connaître, s'aimer et tout et tout. Donc Égiste est devenu, avec Clytemnestre, le nouveau roi d'Argos. Il a viré Oreste, parce que je vous dis, il déteste les gens qui sont du sang d'Atrée. Et Oreste, il est du sang d'Agamemnon, qui est du sang d'Atrée. Et il les a virés, puis ils vivent tranquilles, comme ça, on ne sachant pas trop ce qui se passe à Troie. Mais au bout de 10 ans, Agamemnon a enfin réussi avec ses copains à buter les Troyens. Ils sont même allés un petit peu fort, hein. Ils ont brûlé les temples des dieux, c'est pour ça qu'ils ont été punis et qu'ils ont mis très longtemps à revenir. Ils ont pris des gens, tués, massacrés, pillés, violés et tout, c'est pas sympathique. Mais par exemple, ils ont eu une idée, ils ont pris Cassandre, qui était la fille du roi de Troie, Priam. Et Cassandre, en gros, il en a fait sa maîtresse. Il la rapporte comme un trophée, comme ça, là, hop. Puisque les autres nous avaient piqué Hélène, nous on vous pique Cassandre, nananer. Et il la ramène, et Cassandre, quand même, elle est voyante, elle a un peu tendance à voir l'avenir.
Et elle dit à chaque fois à Agamemnon, ouh là là, fais gaffe, c'est mal barré. Hop hop, rassure-toi poulette. Je te ramène chez moi, tu sais, c'est moi le chef là-bas. Oui, sauf qu'en fait, justement, Cassandre avait très très probablement raison. Et quand Agamemnon rentre à Argos, les choses ne se passent pas vraiment comme il aurait voulu que ça se passe. En effet, ce qui était pour l'instant une histoire presque proprêtre, à part Iphigénie qui se fait buter, va finir par être un véritable jeu de massacre. Alors je rappelle, il y a Agamemnon qui débarque et il dit à Clytemnestre, sa femme, salut, c'est moi, je suis de retour, au bout de 10 ans, et d'ailleurs je te ramène une jolie fille qui sera ma concubine, voilà voilà. Bon, Clytemnestre, elle n'a pas spécialement envie de rigoler, Égiste pas du tout non plus, je vous rappelle pas pourquoi, et donc tous les deux, ils butent Agamemnon. Sauf erreur de ma part, c'est Clytemnestre qui le bute d'ailleurs, et qui le poignarde dans son bain. Ça se fait pas, mais c'est comme ça, après tout, il avait qu'à pas tuer Iphigénie. À partir de là, évidemment, les choses vont se compliquer, parce qu'il y a encore Oreste et Électre qui sont là et qui peuvent se demander que faire. Après tout, Clytemnestre a tué leur papa. Alors Électre est un peu tristounette, bon, elle fait pas ça. Et Oreste, je vous rappelle qu'il est plus Argos. Mais il finit par entendre parler de tout ça, et il revient, après avoir beaucoup hésité, il revient plutôt bien décidé à tuer sa mère et à tuer Égiste aussi, son beau-père. En plus, il y a Apollon, le dieu des mecs, dieu des poètes aussi, dieu d'une forme de certaine virilité, et qui lui a dit qu'il fallait y aller, que ça se faisait pas de tuer son mari, même quand son mari avait tué sa fille. Donc Apollon, il envoie Oreste en lui disant, allez, il faut que tu tues ta maman. Oreste arrive, déguisé, à Argos. Clytemnestre ne le reconnaît pas, elle l'abrite dans son palais, il a fait semblant d'être un pauvre errant. Puis elle le présente à Égiste, et Oreste tue Égiste. Clytemnestre comprend que c'est son fils. Elle lui explique pourquoi elle avait dû faire ça, pourquoi elle a été trop triste et qu'elle avait dû tuer son mari. Et Oreste lui dit que lui aussi il est très triste, mais qu'il va devoir la tuer elle, parce que ça ne se fait pas. Égiste et Clytemnestre, c'est quick. Maintenant, on se dit, soit ça s'arrête, et c'est déjà assez cracra, soit il va y avoir quelqu'un qui va tuer Oreste. Problème, vous voyez bien, Égiste il n'a pas d'enfant, et Électre, elle était plutôt du côté d'Oreste. De toute façon, elle est un peu déprimée, la pauvre petite fille, là, elle ne sait plus trop quoi faire. Donc en fait, pour l'instant, il n'y a plus personne pour continuer un petit peu à se venger, à se venger et à se revenger. Heureusement, chez les Grecs, il y a plutôt des déesses qui s'appellent les Érymies, et qui sont là pour venger les personnes qui n'ont personne pour les venger. Et les Érymies débarquent dans le bouquin qui s'appelle Les Coéphores en disant « Oulala, attention, nous on va s'en occuper, Clytemnestre il a tué Agamemnon, mais Oreste il a tué Clytemnestre, donc attention Oreste, ça va chauffer. » Mais est-ce qu'effectivement Oreste va se faire buter? C'est la big question. Alors, les Coéphores s'arrêtent là, et vous voyez bien comment ce début de tragédie, en fait, il illustre une certaine vision de la justice. Cette vision de la justice, c'est celle qu'on connaît tous, je crois, j'espère, sous le nom de loi du talion. Alors talion, ça vient d'un mot latin, ça vient en gros tel est le crime, telle est la peine. Dans les Coéphores, par exemple, il y a le cœur qui dit que tout mot de haine soit payé d'un mot de haine. Voilà ce que la justice de chacun exigeant son dû va clamant à grande voix. Qu'un coup meurtrier soit puni d'un coup meurtrier. C'est une version du 5e siècle d'une idée qu'on a déjà retrouvée largement avant, dans le Code d'Hammurabi, qui s'est retrouvé avec l'expression un œil pour un œil pour œil, dent pour dent. Donc en fait, c'est l'idée que la justice, ça consisterait à faire payer un crime par un nouveau geste proportionnel. La loi du talion, au début, on considère que c'est peut-être bien une forme de modération, parce qu'après tout, si jamais on vous embête, vous avez peut-être tendance à vouloir taper encore plus fort que ce qu'on vous a embêté. On vous a volé 10 euros, vous avez envie d'en revoler 20. Et la loi du talion, elle vient, entre guillemets, calmer tout ça. Elle vient dire, tu punis le coupable, mais pas de plus, pas de moins, juste exactement de ce qu'il t'a fait. Bon, mais donc, de même que Agamemnon avait tué quelqu'un, de même, Clytemnestre a tué Agamemnon. Et de même, Oreste devait tuer Clytemnestre. Et de même, les Érymies doivent tuer Oreste. Bon. Tout le monde comprend qu'il y a un petit problème logique qui arrive, c'est-à-dire, est-ce qu'un jour, tout ça, ça va s'arrêter? Et vous le saurez dans la prochaine vidéo, où on va expliquer ce qui se passe dans les Euménides,
Il y aura plein d'autres héros, il y aura Athéna notamment, et du sexe et de la violence, promis.